Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour cette séance du Conseil communautaire du Grand Axe du 25 octobre 2023 que je vous propose d'ouvrir. Alors, je précise en préambule que nous avons quelques soucis techniques pour la retransmission en direct. Il y a un décalage apparemment entre les images et le son, ce qui ne doit pas être agréable pour les personnes qui regardent, mais on va être obligé, je crois, pour ce soir de passer la séance ainsi. On va nommer Guylaine Wettel ici, Guylaine Dutoya, donc secrétaire de séance, et je te propose de faire l'appel. Bien, merci Président. Bonsoir tout le monde. Donc, Véronique Auduit est présente, Jean-Marie Abadi aussi, Guylaine Dutoya, Julienne Dubois, Martine de Dieu, Grégory Randé, Sarah, je t'ai vu, vous m'entendez? Oui, j'ai des retours donc. Pascal Dagès, je l'ai vu, Marie-Constance Loube, je l'ai vu, Amine donc avait un pouvoir mais finalement il est là, très bien. Marilène Hénon est présente, Guillaume Lossu est à côté, Martine Héridia, Alexis Arras est absent et donne pouvoir à Martine de Dieu, pardon. Martine Labarchette est présente, Julien Relot aussi, Florence Pessal aussi, Vincent Mourat est absent et donne pouvoir à Marie-Constance Loubert-Berthelon. Axel Verdière-Bargaoui est là. Yves Loumet est absent et donne pouvoir à Axel Verdière-Bargaoui. Isabelle Rabot-Favreau est présente. Pierre Stétin aussi. Philippe Castel aussi. Pascal Lavigne, il est là. Serge Pomarès. Et voilà. Gloria Dorval donne pouvoir à Serge. On va surveiller son arrivée. Sophie Irigoyen est absente et donne pouvoir à Jean Soublin. Jean Soublin est présent. Gérard Lebaille est présent. Bérangère Saboureau, je l'ai vu. Albert Rosemary aussi. Philippe Lafitte, oui. Chantal Fraisse, je l'ai aperçu. Hervé Darrigade est présent. Caroline G, je t'ai vu tout à l'heure. Christian Carrère est présent. Julien Bazus est présent. Sylvie Péducas aussi. Jean Lavielle aussi. Martine Gay aussi. Alain Godot, je l'ai vu arriver. Christine Berry est absente et donne pouvoir à Julien Bazus. André Humeau, je l'ai aperçu. Catherine Favard, je ne l'ai pas encore aperçue, donc on veillera son arrivée. Catherine Rabat est présente. Laurent Lafourcade donne pouvoir à Catherine Rabat. Christian Berthoud, je l'ai aperçu. Henri Bedat est absent et donne pouvoir à Pascal Villaton. Sylvie Béziard-Ricard est présente. Pascal Villaton est présent. Alain Bergeras, je l'ai vu. Corinne Laporte aussi. Philippe Delmont est absent. Et c'est Marie-Claude Barada qui siège à sa place. Est-ce que je la vois? Elle va arriver aussi. On va surveiller donc son arrivée et elle pourra prendre place auprès du micro et à la place de Philippe. Bernard Langoiner est là. Hikmat Chahine aussi. Alain Dubourdieu aussi. Et Thierry Bourdillas. Pardon, tu vois, je trouve. Il est là aussi. Bien, donc on surveille l'arrivée de Madame Barada, de Serge Pomarès, je crois, et de Catherine Favard. Très bien. Ça fait 3 personnes et 4 parce qu'il y a un pouvoir à l'une des personnes qui doit arriver. Ça fait 4 votes, oui.
c'est Monsieur Pomarez qui a le pouvoir de Gloria Dorval. On les surveille au fur et à mesure. Merci. On va suivre. Bien, merci Guylaine. Vous avez reçu les actes pris en vertu des délégations qui m'ont été confiés par le Conseil communautaire. Est-ce que ces actes appellent des questions? Pas de questions. Vous avez aussi reçu le procès verbal de la séance du 13 septembre 2023. Est-ce que ce procès verbal appelle des questions, des demandes de rectification? Alors, Madame Barada Ristor arrive par rapport à ce que tu disais, Guylaine. Il est sur la place, je pense. Le boîtier est prêt. Donc, revenons à nos moutons. Procès verbal de la séance du 13 septembre 2023. Pas de questions, pas d'observations. Alors, je vous propose de passer au vote pour l'approuver. Le vote est ouvert. Martine, Eridia. André, il est là. Ouais. Alors ça n'a pas marché. Alors on va attendre que Serge Pomarez s'installe, comme ça il va pouvoir voter. On parlait du procès verbal de la séance du 13 septembre 2023. Véronique, tu t'abstiens sur le... D'accord. Ok. Tu as le pouvoir de Gloria, Serge. Je pense que tu le sais. Procès verbal, tu n'avais rien à dire, ok. Donc, Véronique Audouy, qui était absente, nous dit-elle, s'abstient, ce qu'on peut entendre. Et donc, Catherine Favard n'est pas là. Donc, on va clore le vote. Le vote est clos. Et le procès verbal, on est arrivé, est donc approuvé avec 55 voix pour et une abstention. Merci. On passe donc à l'ordre du jour de ce conseil communautaire avec tout d'abord la mise à jour du tableau des effectifs, délibération habituelle qui nous permet de mettre à jour ce document qui recense l'état justement des effectifs de la collectivité et que donc on fait évoluer en fonction des arrivées, des départs et surtout des actualisations de grades et de nominations. Y a-t-il des questions sur ce tableau des effectifs? Pas de questions. Il nous sera donc demandé d'adopter les tableaux des effectifs de la communauté d'agglomération et du centre aquatique Aquae qui sont annexés à la délibération et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer tout document y afférent. Je propose donc de passer au vote. Le vote est ouvert. Alors, on va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 56 voix pour. Merci. On passe au point numéro 2 qui concerne la fixation de prix de vente pour des affiches illustrées. Donc cette délibération qui, elle, n'est pas habituelle et plutôt originale, concerne toutes les animations et opérations qui seront proposées dans le cadre des 30 ans de la communauté d'agglomération. Donc vous l'avez compris, des affiches vont être créées. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant puisque tout ça sera présenté lors d'une exposition dont le vernissage aura lieu le 2 décembre 2023. Mais vu qu'elles vont être en vente, notamment à l'Office intercommunal du tourisme et du thermalisme, il nous faut prendre une délibération pour fixer le prix de vente de ces affiches que vous trouvez donc dans la délibération, à savoir 10 €, bon je vous donne les prix TTC,
à l'unité, 40 euros si on les achète par 5. Et l'effet volume qui n'échappera pas à Pascal Dagès, dont c'est le quotidien. 100 euros pour les vins. Et pour les structures qui seront autorisées à la revente, elles auront une remise de 35% pour pouvoir assumer les frais de distribution. Il nous sera donc demandé d'approuver les tarifs de vente que je viens d'énoncer, appliqués au public. Les tarifs accordés à l'Office intercommunal du tourisme et du thermalisme, de m'autoriser à délivrer gracieusement des affiches illustrées de la collection 30 ans à titre protocolaire et promotionnel, et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à la commercialisation de ce produit. Y a-t-il des questions ? Oui, Julien Bazus. Une question pour savoir si les communes vont être consultées par rapport au visuel. Alors non, parce que les affiches, ça y est, sont produites, donc nous avons laissé la liberté aux créateurs des affiches qui fait partie du service communication de l'agglo, donc de noter les lieux qu'il estimait emblématiques. C'est un travail qu'il a fait avec le service pour donc produire son œuvre. Et comme c'est une création, effectivement, on l'a laissé libre de ses choix et de sa création et donc de la conception de l'affiche. Oui, Julien Bazus. Merci pour la réponse. Non, juste une remarque, parce que le paragraphe commence « Afin de renforcer le sentiment d'appartenance de nos habitants à la communauté d'agglomération ». Je crois qu'on sort tous en fait d'une série de réunions publiques et on se rend compte que ce qui pourrait contribuer, et je crois qu'on en conviendra tous, à davantage de sentiment d'appartenance, c'est que le législateur aille jusqu'au bout en termes de clarification des compétences. On a encore le sujet de l'eau pluviale et assainissement qui nous a occupés hier. C'est toujours les mêmes sujets, les débats sur les trottoirs, sur les voiries et autres, où s'arrête la compétence de chacun. Donc je crois qu'il faudrait que, peut-être nous d'ailleurs, nous ayons un effort de communication, de clarification des compétences. Il faut également que nos concitoyens puissent davantage se retrouver. C'est un retour qui nous a été fait dans les communications de l'agglomération. Je pense par exemple au dernier magazine, où effectivement une ville comme Saint-Paul-et-Dax a quasiment disparu. Donc, puisque c'est un sujet communication, j'en profite pour faire passer le message, puisque cette communication continue renforcera, je crois aussi, le sentiment d'appartenance, y compris celle de pouvoir suivre les politiques publiques qui sont demandées par nos concitoyens. Bon, chacun arrivera à trouver le lien entre effectivement cette délibération et le sujet que tu voulais porter là. Effectivement, moi je suis entièrement d'accord sur la nécessité de clarification et surtout d'information. À ce titre, d'ailleurs, je pense qu'il serait pertinent que lorsqu'il y a des publications des communes, elles puissent tous préciser que des réalisations, des investissements, quand ils sont effectués par l'agglomération, sont effectués par l'agglomération. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans le bilan qui a été produit par la ville de Saint-Paul. Et de ce point de vue-là, quand il y a des choses qu'on estime à améliorer, on dit que c'est l'agglomération et on la stigmatise, et quand il y a des réalisations qui sont positives, on ne précise pas que c'est l'agglomération. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un travail important à effectuer. Donc sur ce point-là, nous nous rejoignons, mais peut-être pas pour noter les mêmes éléments. Mais c'est vrai qu'il faut le faire quand c'est une collectivité qui réalise, il faut le préciser. Oui, Amine Benaliabrouche. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Et en plus, en complément, Monsieur le Président, je rajouterai tout de même également que sur les réseaux sociaux, lorsque des travaux sont effectués par l'agglomération du Grand Dax, justement pour que chaque concitoyen connaisse le champ de compétences de chacune des collectivités, là où s'arrêtent les compétences des municipalités, là où commencent celles de l'agglo, il serait bon également de citer... par exemple, lorsqu'il y a des aménagements, que ce soit en voirie ou autre, le Grand Dax, par exemple, sur des publications hautes, justement, quand des villes publient sur leur Facebook, et c'est le cas de la ville de Saint-Paul, afin justement que les concitoyens sachent bien que c'est l'agglomération du Grand Dax qui participe à l'aménagement, y compris du territoire. C'est là aussi justement une clarification qu'il faudrait apporter justement pour pas qu'ils ne se sentent perdus. Julien Bazus. Oui, je vais apporter un complément pour clore de mon côté le sujet, mais effectivement, je vous invite à bien lire quand même les documents, notamment dans le bilan de mi-mandat, l'agglomération est citée, bien évidemment, tout comme l'a fait la ville de Dax. C'est à peu près sur le même plan, tout comme sur nos posts Facebook également. Et cette remarque est valable également
pour tous les financeurs, que sont le département, que sont la région Nouvelle-Aquitaine, que sont les associations et toutes les forces qui financent, l'État, toutes les forces qui financent et contribuent au projet, bien évidemment. Bon, je crois que ça mérite de la précision, hein, l'échange que nous avons pour ne pas rester hors sol. Donc moi, je redis que les publications dont j'ai la responsabilité, on ne prendra jamais en défaut les collectivités que je représente de citer les cofinanceurs. Par contre, effectivement, pour corroborer ce que je disais, on parle de l'extension du très haut débit dans la publication de mi-mandat de Saint-Paul. L'agglomération n'est pas citée, alors que c'est elle qui l'a fait. Changement de l'éclairage de Félix Arnaudin, la collectivité communauté d'agglomération du Grand Axe a participé au financement, elle n'est pas citée. Simplification du tri, c'est la compétence de l'agglo, elle n'est pas citée. Enterrement des colonnes aériennes, pareil. Bus France Service, idem. Travaux à l'école Barouillet, cofinancement, pas cité. Piste cyclable, route d'Angoide, idem. 18 arceaux de vélos posés, idem. Modification du PLUIH aussi. Gratuité des bus pour les moins de 18 ans, idem. Journée portes ouvertes des espaces France Service, encore la même chose. Et dimanche à vélo aussi. Voilà, c'est précis, c'est factuel et chacun pourra le vérifier. Et pourra le voir également dans le bilan de Dax. Nous avons fait la même chose de ce point de vue-là. Non, à chaque fois, la ville de Dax de ce côté-là, bien évidemment, a des liens étroits au niveau des exécutifs avec la communauté d'agglomération. Donc voilà, c'est précis, c'est concret, et puisque c'est toi qui as abordé le sujet, je te remercie de me permettre de faire cette clarification parce qu'elle me tenait à cœur depuis un moment. Voilà, il y a un moment, les collectivités ont leurs compétences, font des choses. Quand on veut les citer pour approuver ces actions, c'est très bien, mais il est nécessaire aussi, comme pour toutes les collectivités, de citer qui a participé ou qui a fait. Si. Sur ces affiches, oui Serge Pomarez. Je voudrais ajouter que là, on se jette dans le thème, c'est valable pour tout le monde, parce que moi, l'autre jour, j'ai vu effectivement une revue de Dax. Heureusement qu'en arrière, c'était pour les travaux au centre-ville, hein, la première place qui a été réalisée. Et heureusement qu'il y avait en arrière-plan un panneau avec l'agglomération, sinon personne n'aurait vu que c'était l'agglomération. Mais moi je le savais. Mais... On est d'accord, et puis lisez non, les articles. Le lecteur lambda ne le voit pas. Le lecteur lambda ne le voit pas, monsieur le maire. Il n'y a pas de lecteur lambda. Je parle au maire, là. Il n'y a pas de lecteur lambda ou de lecteur expert comme tu sembles te caractériser, mais tout le monde en lisant les articles sur ces magazines pourra voir que l'agglo est cité, et vous vous doutez bien que ça me tient à cœur aussi, parce que, encore une fois, je suis fier de toutes les réalisations, qu'elles soient faites par la ville de Dax ou pour l'agglomération. Sylvie Péducas. Alors moi, j'avais pas du tout prévu de m'exprimer sur ce sujet ce soir, mais puisque visiblement on parle de communication, j'en profite. J'attends encore votre réponse concernant le post Facebook sur l'inauguration du comptoir de l'électroménager solidaire, où j'ai signalé auprès de vos services qu'effectivement j'étais présente à la fois pour la ville de Saint-Paul-et-Dax et pour le département, et que je suis coupée sur la photo. C'est pas très grave, je suis pas forcément photogénique. En revanche, je ne suis pas citée non plus dans le post, donc sans doute un oubli que vous pourrez corriger rapidement. Non, pas du tout. Vous avez vu dans tout ce que j'ai cité, voilà, puisque c'est la règle avec la commune de Saint-Paul-et-Dax, effectivement, on peut l'appliquer. Et vous verrez que Jean-Marie Abadi est en photo sur un des derniers postes de la communauté d'agglomération du Grand Dax, ce qui veut bien dire qu'on est ouvert à tout ça, mais qu'à un moment, il faut qu'il y ait aussi un parallélisme des formes, et rien n'empêchera la ville de Saint-Paul-et-Dax de citer l'agglo quand c'est vertueux, et pas uniquement quand elle a des choses à reprocher. Bon, on est en loin pour une délibération sur des affiches, mais du coup, je ne doute pas de l'intérêt que susciteront ces documents qui seront donc en vente, je le rappelle, à l'Office intercommunal du tourisme intermédiaire et qui seront présentés, c'est important, le 2 décembre. Pas d'autres questions? Alors on passe au vote. Le vote est ouvert. Alors, le pouvoir d'Henri Bedat, c'est toi qui l'as assez faible. Les piles commencent à... Donc, et Catherine Favard est arrivée. C'est la Catherine, ouais. On va clore le vote. Le vote est clos.
Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Troisième délibération qui concerne la désignation des référents déontologues élus et l'adhésion au service du Centre de gestion des Landes en ce qui concerne le collège de référents déontologues élus. Donc, vous le savez sans doute, puisqu'on en avait déjà parlé, il y a une obligation de créer ce service auprès des élus, qui est la possibilité de recourir à un service de déontologue, donc pour les interroger concernant leurs fonctions et vérifier qu'il y a cohérence entre les différentes actions menées par les élus. Ce service est bien évidemment garanti par une stricte confidentialité des informations qui sont communiquées par les élus lorsqu'ils posent des questions. Donc on avait choisi d'adhérer au service proposé par le centre de gestion des Landes qui donc proposait cette possibilité. Donc la délibération nous permettra donc d'adhérer et de désigner les deux déontologues qui du coup seront les interlocuteurs des élus de la communauté d'agglomération du Grand Dax. Il nous sera donc demandé d'approuver l'adhésion de la communauté d'agglomération du Grand Dax au service de référents déontologues créé par le Centre de gestion des Landes, de désigner messieurs Pierre Laroumec, magistrat honoraire, et Alain Pariante, professeur d'université en finances publiques qui compose le collège de référents déontologues des élus pour être les référents déontologues pour les élus de la communauté d'agglomération du Grand Dax, d'adopter les termes de la convention d'adhésion jointe à la présente délibération au service de référents déontologues créé par le Centre de gestion des Landes afin notamment de garantir la confidentialité de la transmission des demandes et leur bonne instruction par les référents déontologues désignés juste avant, de m'autoriser à signer la dite convention et d'adopter le règlement intérieur de saisine des référents déontologues. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Madame la secrétaire de séance. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Philippe Castel, maintenant, pour des compensations collectives au niveau de l'agriculture entre la Sobrime et la Chambre d'agriculture, avec une convention entre la Chambre, la Sobrime et la CAGD. Et la CAGD. Bonsoir à toutes et à tous. La Sobrime, pour son programme golfique et résidentiel, a pris l'engagement de consacrer un budget de 135 965 € au titre des compensations collectives agricoles, puisque le projet impacte 56 hectares. Pour cela, 3 actions. La première, elle envisage de consacrer environ 100 000 € à la création d'une activité de permaculture sur site, la ferme de Route de Talmont à Dax. Et en concertation avec la Chambre d'agriculture des Landes, il a donc été décidé d'engager 2 études menées par la dite Chambre. La première, pour 21 000, évaluera la possibilité de mutualiser l'équipement Reus, prévu pour le golf, avec d'éventuels besoins en irrigation agricole. La seconde, pour 13 200, portera sur les transmissions d'activités, c'est-à-dire disposer des données actualisées et proposer une animation pour améliorer la rencontre de l'offre du foncier agricole et des demandes d'installation. Y a-t-il des remarques ou questions ? Oui. Sylvie. Bonsoir. Je voudrais dénoncer clairement le système des compensations dans les aménagements de ce type, en général, et en particulier ici également. On a un système de compensation qui est pas honnête sur le fond. Alors je dis pas que c'est pour le cas spécifique ce soir, mais faire des aménagements urbanistiques, après dire on va faire une compensation en mettant 130 000 € en plus. Alors là, par contre, précisément ce soir, 130 000 € pour un projet qui va donc sacrifier 56 hectares de terres agricoles et qui va entraîner la construction de 650 logements. 130 000 €, c'est même pas le prix d'un des 650 logements qui va être vendu. Donc je trouve ça assez médiocre, en fait. Donc moi, je m'abstiendrai. Mais je trouve que faut pas... On prend vraiment les citoyens pour des
pour des gens pas très responsables avec de tels fonctionnements. Franchement, 135 000 € sur un tel projet, c'est vraiment rien, quoi. Mais c'est déjà bien. Non, c'est ridicule. Non. Oui, alors, que ce soit pas honnête, en fait, c'est la réglementation, donc quand on la suit, normalement, c'est plutôt qu'on est honnête. Que ça vous satisfasse pas, ça c'est autre chose. C'est la Je vais qui est bizarrement vous répondre. Ensuite, 56 hectares, c'était des terres fléchées agricoles dans le PLUI. Ce n'était pas 56 hectares de terres qui étaient exploitées par des agriculteurs. Il faut peut-être faire attention à la confusion. Il y en avait beaucoup moins d'ailleurs sur ces parcelles-là, sauf celles d'ailleurs qui avaient été confiées à des agriculteurs par la Sobrime le temps entre l'achat et la réalisation du golf. Donc voilà. Et je rappelle quand même que, de mon point de vue, mais je suis peut-être le seul dans ce cas-là, pour parler d'agriculture, je trouve que les mieux placés, ce sont les agriculteurs. Et que, je rappelle, ces compensations, elles ont été négociées, acceptées et validées par la Chambre d'agriculture des Landes, qui est peut-être plus experte que vous et moi pour trancher sur ces sujets. Et ça a été validé après des discussions qui ont d'ailleurs duré très longtemps et sur des sujets que souhaitait porter la Chambre d'agriculture, comme notamment la transmission et le reuse, la réutilisation des eaux usées après recyclage, qui, là j'espère, aura de la valeur à vos yeux. Donc voilà, après, on peut toujours dire que c'est pas suffisant, que ces mécanismes-là sont pas... honnête, là, je pense que le mot va trop. Et par contre, on va parler chacun à notre tour parce que sinon ça va être compliqué. En tout cas, ce sont des mécanismes qui sont imposés par la réglementation. Et que dirait-on s'il n'y avait rien? Alors, si ça c'est pas suffisant, il faut dire que pour les porteurs de projets, que dirait-on s'il n'y avait rien? Oui, donc M. Godot. Juste pour finir, c'est pour ça que je vais m'abstenir, je ne vais pas voter contre, parce que ce qui est proposé comme compensation, ce n'est pas tout à fait ridicule quand même, mais ça ne compense pas, à mon avis, les 56 hectares pour autant. Donc je vous redis que ceux qui ont travaillé le dossier, donc, et ceux qui ont négocié, ont pris en compte la réalité des terres qui étaient exploitées sur ces terrains-là. Sylvie Pédugas. Oui, bon, je pense que j'aurais dit à peu près la même chose qu'Alain, mais tout de même, c'est effectivement la question, de manière générale, même si elle est négociée ensuite par des organismes, on peut quand même remettre en question le principe même des compensations, qui de manière générale ne consiste pas à recréer les mêmes volumes ou les mêmes surfaces, qu'il s'agisse de surfaces forestières ou là de surfaces agricoles ailleurs, mais simplement d'en sanctuariser certaines ou d'imaginer des phénomènes compensatoires. Donc il est bien évident qu'aujourd'hui, vu la situation que l'on connaît, la question de la transmission, et d'ailleurs la Chambre de l'agriculture le dit, la question de la transmission est effectivement importante. Pour autant, ces terres-là étaient quand même fléchées terres agricoles, elles auraient pu être utilisées comme terres agricoles. Donc voilà, moi j'ai pas forcément envie d'en rentrer dans le débat de la question de l'honnêteté ou de pas de l'honnêteté, mais en tout cas plutôt de la question des valeurs ou de l'idéologie. Donc pour ce qui me concerne, et je pense que c'est le cas de plusieurs élus, on s'est déjà exprimé concernant ce projet de golf, et donc du coup mon vote sera le même que les fois précédentes concernant cette compensation que je trouve effectivement insuffisante. Non, je n'avais pas saisi que tu étais contre le golf, mais on va juste de ce point de vue-là, moi j'entends ces arguments théoriques où on dit attention, sanctuarisons, etc. Enfin, je rappelle quand même juste que sur l'agglomération du Grand Axe, des terres identifiées agricoles au PLUI qui ne sont pas exploitées, il y en a énormément. Enfin, j'entendrais cet argument si effectivement on avait des agriculteurs qui attendaient pour trouver des terres pour pouvoir les exploiter. C'est pas le cas. Terrains agricoles sur l'agglomération disponibles, il y en a plus que qui sont exploités. Donc attention au raccourci, quoi. Oui, Christian Carrère. Bon, il faut rappeler que ces terres, elles avaient été retirées du système classique agricole il y a quelques années. Elles avaient été juste mises à disposition de certains agriculteurs. Et concernant la Chambre d'agriculture, les représentants, ce sont les agriculteurs, dont le principal représentant habite au Gaz. Oui, Thierry Bourdillas. Ah oui, je sais. Oui, pour préciser que je ne participerai pas au vote, puisque la Sobrime faisant partie du groupe Etchar, tout comme l'entreprise que je ne citerai pas, à laquelle je travaille, je ne participerai pas donc au vote. Alors, tu sais que puisqu'on vient de le voter, c'était juste avant. Tu peux saisir le déontologue maintenant.
Entendu. Pas d'autres questions? Il est proposé au Conseil d'approuver la convention de partenariat tripartite entre la Sobrime, la Chambre d'agriculture des Landes et la communauté d'agglomération du Grand Axe au sujet des études envisagées par l'opérateur au titre des compensations collectives agricoles de son projet golfique et résidentiel Armana, et d'autoriser le président à signer la dite convention et ses éventuels avenants, ainsi que toutes les pièces y afférentes. Bien, merci. On va passer au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. La délibération a donc adopté avec 47 voix pour, 3 voix contre et 6 abstentions. Je vous remercie. Philippe Castel, toujours pour le schéma directeur d'assainissement et l'achat d'un terrain à la ville de Dax pour la création d'un poste de relève. Le schéma directeur d'assainissement du Grand Axe a identifié comme enjeu prioritaire la création d'un poste de relevage couplé à un bassin tampon d'une capacité de 5000 m3. Les études préliminaires réalisées ont permis de localiser la pointe du stade Maurice Boyau au croisement des boulevards des Sports et Yves du Monoir comme ayant toutes les caractéristiques nécessaires. La communauté d'agglomération du Grand Axe, qui porte ce projet dans le cadre de l'exercice de sa compétence assainissement, a donc sollicité la ville d'Axe en fait de s'en porter acquéreur. Compte tenu de la nature du projet envisagé, à savoir un équipement public d'intérêt général, la ville de Dax a accepté de céder une partie de la parcelle cadastrée AH numéro 109 pour une contenance de 3425 m², conformément au plan annexé à la présente, au prix fixé par le domaine, soit un montant de 77 340 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Il est donc demandé d'approuver l'achat du terrain nu à détacher de la parcelle cadastrée H numéro 109 pour une contenance de 3425 m² au profit de la communauté d'agglomération du Grand Axe, au prix de 77 340 €, et d'approuver l'institution d'une servitude de passage telle que figurant sur le plan si annexé au profit de la communauté d'agglomération du Grand Axe. De classer la parcelle dans le domaine public et de l'affecter au service public de l'eau, régie intercommunale de l'assainissement. D'autoriser monsieur le vice-président Philippe Castel à signer l'acte authentique correspondant qui sera reçu par la maître Florence Rocco, notaire à Dax, ou à donner procuration à cet effet, à tout clerc ou collaborateur de l'étude. Et d'autoriser monsieur le vice-président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. On peut passer au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée à l'unanimité. Passe maintenant à la déclaration de projet numéro 3 du PLUI H avec le bilan de la concertation. Philippe Castel. Le Grand Axe a engagé depuis début février une procédure de déclaration de projet numéro 3 en portant mise en compatibilité du PLUH afin d'autoriser la construction d'un nouvel EHPAD sur le site du Lanotte à Dax. Les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation ont été arrêtés lors du Conseil communautaire du 8 février dernier. Les personnes publiques associées ont été invitées à participer à la réunion d'examen conjoint qui s'est réunie le 3 octobre dernier. Aucune observation, aucune remarque. Y a-t-il des questions? On aura notre EHPAD. Pas de questions. Il est proposé au Conseil d'approuver le bilan de la concertation, de prendre acte de la prochaine mise à l'enquête publique qui commencera le 18 novembre prochain, pour une durée d'un mois. Merci. On passe au vote. Est-ce qu'on vote d'ailleurs?
Oui, on vote. On vote, ah oui, merde. On vote. Monsieur Carrère, quand vous aurez 5 minutes. Merci, on va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée à l'unanimité. Toujours le PLUIH avec la modification numéro 1 maintenant. Toujours Philippe Castel. Toujours lui. Le Grand Axe a engagé en juillet une procédure de modification numéro 1 du PLUIH afin d'apporter des évolutions au règlement écrit, au règlement graphique, ainsi qu'aux orientations d'aménagement et de programmation sur plusieurs communes, avec un dossier étayé. Le Grand Axe a justifié auprès de l'autorité environnementale l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale pour cette procédure. Cette dernière a donné un avis conforme aux conclusions présentées par le Grand Axe. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Il est proposé au Conseil de décider de ne pas réaliser une évaluation environnementale. Je crois que c'est... On passe au vote. Le vote est ouvert. Alors, quand Amine Beneliabrouche et Isabelle Rabault-Favreau auront voté, on va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée à l'unanimité. Toujours Philippe Castel pour le rapport annuel de la SATEL. La communauté d'agglomération du Grand Axe est actionnaire de la Société d'aménagement et équipement des territoires des Landes, SATEL. Parmi les 13 administrateurs assurant la gouvernance de la SATEL, un siège est réservé à un représentant de la CAGD. En application de l'article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée délibérante du Grand Axe doit se prononcer une fois par an sur le rapport écrit qui lui est soumis par son représentant au conseil d'administration de la SATEL. Le rapport annuel du mandataire pour l'année 2022 est annexé à la délibération. Parce que vous l'avez tous lu, annexe 8, rapport annuel. Y a-t-il des questions? Des questions sur le rapport? Vous l'avez, vous pouvez le lire. Très intéressant. Il y a l'historique, les actionnaires. Pas de questions. Pas de questions. Il est proposé au Conseil d'approuver le rapport annuel du mandataire pour l'année 2022 soumis par le représentant de la CAGD au Conseil d'administration de la SATEL. Alors, on va passer au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée à l'unanimité. Hervé Darrigade maintenant pour des fonds de concours de rénovation énergétique en commençant par celui qui concerne la commune d'Angoumé. Bonsoir à tout le monde. Alors c'est plusieurs fonds de concours pour ce soir. Pour la commune d'Angoumé, alors il y a des travaux qui consistent à isoler les plafonds et l'éclairage de la salle de réception pour un montant total de 4 979,02 € hors taxe. Et le fonds de concours qui est attribué pour cette opération est de 2077,95 €. Est-ce que ça représente à peu près 41,73%. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce fonds de concours? Pas de questions. Pas de questions. Alors, il sera proposé au Conseil d'attribuer un fonds de concours de 2077,95 € à la commune de Dangoumé et d'approuver la convention d'attribution de fonds de concours de la commune d'Angoumé, si annexée, et d'autoriser Monsieur le Président à signer la dite convention si annexée. Merci, on passe au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos.
Délibération adoptée à l'unanimité. Autre fonds de concours à la rénovation énergétique à Saint-Paul-et-Dax maintenant. Oui, tout à fait, Saint-Paul-et-Dax. Alors, les travaux consistent à remplacer l'éclairage de la salle Félix Arondin pour un total de 8 220,25 € hors taxe et fonds de concours de l'agglo 4 110,12 €. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce fonds de concours? Pas de questions. Oui. Je voudrais simplement préciser que je me félicite de l'aide apportée par l'agglomération pour la rénovation énergétique de Félix Arnaudin à Saint-Paul. Ça fait du bien de le dire par moment. Effectivement, je te remercie Catherine. Bon. Il ne faut pas oser hésiter à le faire. Alors, il est proposé... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, il est proposé au Conseil d'attribuer un fonds de concours de 4 110,12 € à la commune de Saint-Paul-et-Dax, d'approuver la convention d'attribution de fonds de concours de la commune à la commune de Saint-Paul-et-Dax si annexée, et d'autoriser Monsieur le Président à signer la dite convention si annexée. Prise de parole qui suscite de l'engouement. Céline. Tu as bien fait de le faire. On va passer au vote. Qui est ouvert. Alors, on va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Fonds de concours pour le CIVU, Bénesse-et-Dax, Eugas, Saint-Pandelon et Sieste. Tout à fait, le CIVU. Alors, les travaux consistent à isoler le remplacement des menuiseries de l'école maternelle de Eugas pour un total de 10 605,29 € hors taxe. Et le fonds de concours qui est attribué est de 5 302,64 €. C'est pour le CIVU, Bénesse-et-Dax, Eugas, Saint-Pandelon, Sieste. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce fonds de concours? Oui, je me fais le porte-parole de mes collègues. Nous sommes 4. Nous félicitons effectivement pour cette subvention. Merci. Non, par contre, alors, bon, les applaudissements, que vous soyez là pour témoigner de ce que fait l'agglo, ça change et c'est bien. Par contre, les applaudissements, vous pouvez vous en dispenser, qu'on garde de la tenue nécessaire à nos débats. Je vois que c'est fonds de concours. Mais merci Serge de le dire aussi. Bon. Non, mais je sais que tu es leur porte-parole pour ce soir. Moi, je vois que les fonds de concours ont de l'attrait. Alors, il est proposé au Conseil d'attribuer un fonds de concours de 5 302,64 € au CIVU Bénesse-et-Dax, Eugas, Saint-Pandelon, Sieste, d'approuver la convention d'attribution de fonds de concours du CIVU de Bénesse-et-Dax, Eugas, Saint-Pandelon, Sieste, si annexé, et d'autoriser Monsieur le Président à signer la dite convention si annexée. Merci. On va passer au vote qui est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée à l'unanimité. Et on passe maintenant à Weyreleuil. Oui, 4e dossier, commune de Weyreleuil. Alors, ces travaux consistent à rénover l'éclairage de la cantine scolaire pour un total de travaux de 4 750,93 € hors taxe. Et le fonds de concours qui est attribué est de 2 375,46 €. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce fonds de concours? Pas de questions. Pas de questions. Il sera proposé au Conseil d'attribuer un fonds de concours de 2 375,46 € à la commune de Weyreleuil, d'approuver la convention d'attribution de fonds de concours de la commune de Weyreleuil si annexée, et d'autoriser Monsieur le Président à signer la dite convention si annexée. On passe au vote. Le vote est ouvert.
du mal à applaudir et appuyer en même temps. Genre. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. On passe maintenant à l'avenant Action Cœur de Ville pour la période 2023-2026. Grégory Randet. Oui, merci Monsieur le Président. Bonsoir à tous. C'est une délibération que j'ai eu le plaisir de présenter en conseil municipal de Dax il y a peu de temps. Nous avons eu des échanges constructifs. Donc, je la présente ce soir au titre de l'agglomération du Grand Dax parce qu'elle fait partie du comité de projet. Donc, le programme Action Cœur de Ville vise à relancer une politique d'aménagement du territoire ciblé sur les villes moyennes, comme vous le savez, les enjeux de revitalisation en particulier de leur centre-ville. La ville de Dax a intégré ce programme afin de créer des conditions de reconquête urbaine, économique et sociale du centre-ville commerçant. À la suite de l'annonce du gouvernement, le programme Action Cœur de Ville entre dans sa deuxième phase pour la période 2023-2026. Les partenaires liés à la convention Action Cœur de Ville de Dax doivent se réunir avant la fin d'année 2023 afin de valider et signer le nouvel avenant permettant de lancer cette nouvelle phase. Comme vous le voyez sur la délibération, cette nouvelle phase sera guidée par 10 objectifs fixés dans le cadre Dax 2035, qui sont énumérés dans la délibération. Dans une vision opérationnelle pour Dax 2035, l'enjeu est à la fois d'initier des interventions à court terme, d'engager des opérations structurantes et de lancer des études de programmation. Comme vous pouvez le voir dans le plan d'action global, la ville est pleinement engagée et a entré concrètement dans les phases d'études et de réalisation, ce qui nous vaut d'avoir un appui assez remarqué des partenaires institutionnels. Donc la ville bouge et ça se ressent. Donc, pour ce faire, font partie du comité de projet la commune de Dax, donc la communauté d'agglomération du Grand Dax, comme je vous l'ai dit, des partenaires financeurs qui sont l'État, la Banque des Territoires, le groupe Action Logement, l'Agence nationale de l'habitat, des partenaires locaux qui sont la CCI, la CMA des Landes, l'Association des commerçants d'Axatou et XL Habitat. Est-ce qu'il y a des questions sur cet avenant ? Alors, Julien Bazus. Oui, bien évidemment, nous soutenons pleinement les dispositifs comme Action Cœur de Ville qui sont profondément utiles à nos typologies de ville et on ne doute pas un instant que la ville de Dax met dans ce projet les projets qui lui semblent meilleurs. Toutefois, nous voyons dans le plan d'action qu'il y a la création de la salle de spectacle, donc par cohérence avec nos votes précédents, nous ne prendrons pas part au vote concernant ce point en particulier. Ok, d'autres questions ? Non. Pas de questions. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver le projet d'avenant joint en annexe et d'autoriser Monsieur le Vice-président en charge du développement économique, de l'emploi et du commerce, je ne parle pas de moi à la troisième personne, à signer le dit avenant ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. Merci, on passe au vote. Le vote est ouvert. Alors on va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 47 voix pour et 3 abstentions. Merci. Hikmat Chahine maintenant pour d'abord l'attribution d'un fonds de concours pour l'investissement des communes rurales à Saint-Pandelon. Bonsoir à toutes et à tous. La commune de Saint-Pandelon a adressé au Grand Dax une demande de subvention dans le cadre du fonds de concours pour l'investissement de communes rurales parce qu'elle a l'intention de rénover l'espace extérieur de la magnifique salle Castera. Donc, comme elle avait le reste à charge, il est de 27 498. Donc, le fonds de concours de Grand Dax sera proposé de 13 749 €. Est-ce que vous avez des questions sur ce fonds de concours ? Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, donc il est proposé au Conseil d'approuver l'attribution d'un fonds de concours pour un montant de 13 749 € à la commune de Saint-Pandelon, ainsi que le projet de convention annexé à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-jointe fixant les modalités d'attribution de ce fonds de concours, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2023 sur la P 147. Merci, on passe au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération approuvée à l'unanimité. Hikmat Chahine toujours pour les APCP et leur
révision. Donc cette révision des crédits de paiement concerne l'AP 143 qui concerne le schéma directeur d'assainissement du budget annexe assainissement. Donc là, la modification concerne à revoir les crédits de paiement avec dans le tableau annexé. Donc on voit qu'il faut décaler pour défaut de retard d'exécution le crédit de paiement de moins 172 300 €. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y en a pas. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver la révision des crédits de paiement 2023 de l'autorisation du programme numéro 143, schéma directeur assainissement, tel que présenté dans le tableau annexé. D'autoriser... Attendez. Non, c'est ça. Et d'autoriser. Ah oui, est-ce que tu arrives à lire là? Oui, ça d'approuver, on l'avait donné. Mais j'ai pas la suite. Tu vois que le gras en fait. Tu vois pas ce qui est. La révision des crédits de paiement. Donc, le crédit de paiement, d'autoriser ce programme. C'est très bien. Schéma directeur, donc c'est tout. Tu as tout dit. On peut passer au vote. Qui est ouvert. Laurent Lafourcade. C'est toi qui l'as. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 53 voix pour et 4 abstentions. Les décisions modificatives du budget 2023. Maintenant, toujours Hikmat Chahine. Donc, aujourd'hui, on est dans la décision modificative du budget principal. Il s'agit de la deuxième décision modificative de l'exercice 2023, puisque le budget modificatif au niveau de section fonctionnement diminue augmente de 412 000 € en dépenses et en recettes. C'est parce qu'on a plus de dépenses concernant le carburant, 123 000 €, d'électricité, 40 000 €, 130 000 € de réparation des véhicules, pièces et prestations et 55 000 € dans le cas de voirie. On a plus 25 000 € d'assurance et 12 000 € de contribution à FPIC et 9 000 € d'intérêt de la dette. Au niveau de recettes, on a plus de recettes du fait de la fiscalité directe de plus de 218 000 €, plus 26 000 € de fraction TVA, compensation taxe d'habitation et plus de 21 000 € de recettes fiscales diverses et plus 50 000 € de subventions cybersécurité. Et on a également 20 000 € d'indemnités de sinistres et terrains familiaux et déchetterie de Saint-Paul-le-Dax. En ce qui concerne la section investissement, on a une baisse de dépenses et recettes de moins 341 700 €. Quelles sont les principales modifications? Essentiellement, il y a 200 000 € de terrain pour les terrains parking Feria qui a été reporté pour l'année prochaine, ainsi que les 145 000 € d'aires de covoiturage Feria, puisqu'il y a un retard d'exécution. Au niveau recettes, on a plus 105 000 € de subventions. Il y a 79 540 pour la salle multimodale et 26 000 € pour la GEMAPI. Et on a moins recours à l'emprunt de moins 447 000 € pour trouver l'équilibre. Ça, c'est ce qui concerne le budget principal. En ce qui concerne le budget zone d'activité, annexe village d'entreprise, le section de fonctionnement est équilibré à 0 €, virement de crédit entre chapitres, c'est juste l'écriture. Donc là, il n'y a pas de choses importantes. En ce qui concerne le budget annexe, l'assainissement s'équilibre en section d'investissement à moins 239 200 € et en section de fonctionnement à 56 000 €. En effet, au niveau des dépenses, dans les sections fonctionnement, on a plus 158 000 € d'électricité, toujours pareil, plus 160 000 € de coûts de raccordement des réseaux, plus 20 300 € d'intérêt d'emprunt, plus 103 000 € d'amortissement des immobilisations et moins 406 000 € de virement, les sections investissement. En recettes, on a plus 36 000 € de recettes sur branchement réseau, plus 20 000 € d'amortissement des subventions, c'est des opérations d'ordre. La section d'investissement s'équilibre à moins 239 200 parce qu'il y a des dépenses, plus 57 000 € d'opérations d'ordre, moins 172 000 € d'achat de terrain Bordeaux 2, moins 124 000 € de munitions de travaux prévus. Donc, c'est comme ça que ça nous permet d'avoir l'équilibre de ce budget. En ce qui concerne le budget annexe eau potable, la section fonctionnement s'équilibre à plus 7 000 €.
en point de vue dépenses, il y a toujours plus 35 000 euros de coûts de raccordement des réseaux, plus 45 000 euros d'amortissement des immobilisations et moins 73 000 euros de virement à la section investissement. En recettes, on a plus 7 000 euros d'amortissement des subventions. Et la section investissement s'équilibre à moins 28 000 euros. En dépenses, on a moins 35 000 euros de travaux, plus 7 000 euros d'opérations d'ordre. En recettes, on a plus 45 000 euros d'amortissement des immobilisations, opérations d'ordre, et moins 73 000 euros de virement de la section d'investissement. Je ne sais pas si vous avez des questions. S'il n'y a Pas de questions. Alors, il nous faut voter par budget. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver la décision modificative budgétaire numéro 2 du budget principal tel que présenté dans le tableau aussi annexé. D'approuver Donc, on va voter donc, pour le budget principal d'abord. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Donc pour le budget principal, DM adopté avec 50 voix pour et 7 abstentions. Donc deuxième point, d'approuver la décision modificative budgétaire numéro 1 2023 du budget annexe du village d'entreprise 2 tel que présenté dans le tableau 6 annexé. Donc pour le budget annexe du village d'entreprise 2, le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Donc pour le budget annexe village d'entreprise 2, l'ADM est adopté avec 57 voix pour, soit l'unanimité. Article 3, d'approuver la décision modificative budgétaire numéro 2 2023 du budget annexe assainissement tel que présenté dans le tableau ci annexé. Donc pour le budget annexe assainissement, le vote est ouvert. On va clore le vote est clos. Donc budget annexe assainissement, DM adopté à l'unanimité. Article 4, d'approuver la décision modificative budgétaire numéro 2 2023 du budget annexe eau potable tel que présenté dans le tableau ci annexé. Donc pour le budget annexe eau potable, le vote est ouvert. On va clore le vote est clos. Et donc pour le budget annexe eau potable, la DM est adoptée à l'unanimité. On passe à la délibération numéro 17 avec un avenant à la convention tripartite pour l'opération Les Glycines à Dax. Catherine Rabat. Oui. Alors l'opération dite des Glycines à Dax consiste à transformer donc un ancien EHPAD en un programme de 35 logements sociaux. Le bailleur social qui réalise l'opération, c'est XL Habitat. Ce projet avait fait l'objet d'un appui financier du Grand Dax formalisé donc par 2 conventions forfaitaires à l'époque, au début des travaux. Donc en 2018, pour mémoire, pour 90 000 euros et en 2019 pour 15 000 euros. Ces conventions donc, étaient d'une durée de 5 ans. Malheureusement, sur ce projet, en raison de plusieurs aléas de chantier, auquel donc s'est ajouté la crise sanitaire, des retards d'approvisionnement de matériaux, des plannings de réalisation de travaux qui ont été modifiés. Il n'a pas été possible donc de respecter le délai des 5 ans qui figurait dans cette convention pour réaliser les travaux. Donc au vu de ces éléments conjoncturels, il apparaît opportun de maintenir le soutien financier du Grand Dax sur cette opération en prorogeant pour une durée maximum donc de 2 ans la durée de validité de la convention tripartite d'attribution des aides forfaitaires. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Donc, il est proposé donc, d'approuver l'avenant prolongeant la durée de validité de la convention donc, de cette aide forfaitaire pour les glycines, située donc, sur la commune de Dax, d'autoriser Monsieur le Président à signer le présent avenant.
Merci. On passe au vote qui est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. On passe maintenant à la demande de subvention de la Maison du Logement pour l'année 2023. Catherine Rabat, toujours. Oui. Donc, dans le cadre de sa compétence équilibre social de l'habitat, l'agglomération appuie les actions et initiatives en faveur du logement social d'intérêt communautaire et notamment donc en faveur du logement et des personnes défavorisées. La demande de subvention pour l'année 2023 s'appuie sur le rapport d'activité de l'année 2022. Donc pour mémoire, les principales missions de la Maison du Logement, donc c'est d'accueillir, d'informer et d'orienter tous les publics, de faciliter l'hébergement et l'accession au logement des populations spécifiques et d'assurer le suivi socio-éducatif nécessaire à la bonne insertion par le logement. La Maison du Logement donc, se développe à travers, il y a 4 établissements, donc le centre d'hébergement et de réinsertion sociale, la résidence habitat jeune, le service des mineurs non accompagnés, 4 places de lit halte soins santé et un service donc logement. Donc, à ce titre, donc, la communauté d'agglomération du Grand Dax, à travers le PLUH, a affiché parmi ses actions à mener l'objectif de faciliter l'accès au logement des ménages les plus précaires. Les actions donc, menées par la Maison du Logement s'inscrivent complètement dans cet objectif. Il est donc proposé au Conseil communautaire de verser à la Maison du Logement, pour l'année 2023, une subvention d'un montant de 115 000 €. Donc l'appui financier du Grand Dax est formalisé par une convention d'objectifs qui est jointe en annexe. Pour rappel, la participation financière de l'agglomération est particulièrement consacrée et menée par le service logement. En annexe, le contrat d'engagement républicain devant être signé par les associations bénéficiant d'une subvention de la part d'une autorité administrative, conformément à la loi. De fait, je rappelle que Mme Péducas, M. Bergeras, Mme Dutoya, Mme Irigoyen, M. Relot, M. Arras, M. Bedat, M. Lebaille et donc moi-même, membres du conseil d'administration de la Maison du Logement, ne participeront pas au débat ni au vote. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Si, Mme Verdir-Bargaoui. Oui, bonsoir. Alors, on était surpris de ne pas voir le montant qu'avait demandé la Maison du Logement, en l'occurrence, pour cette subvention. Donc, sauf erreur ou omission de notre part, c'était 148 000 €. Ce qu'on comprend parce qu'on se rend compte qu'il y a une réelle montée en charge des besoins d'intervention sur la Maison du Logement. Alors, vous l'avez cité notamment dans les activités qui sont prises en charge. Il y a l'accueil de nuit d'urgence d'une capacité de 20 places. Je crois qu'aujourd'hui, on peut tous constater que 20 places, ce n'est pas suffisant sur le territoire. En tout cas, c'est déjà pas suffisant sur Dax, donc a fortiori sur l'agglomération du Grand Dax. Et donc, nous regrettons une fois de plus que la subvention ne soit pas à la hauteur de ce qui est demandé, même si elle est bien en deçà des premières subventions qui étaient demandées depuis le renouvellement de ce conseil. Donc nous allons voter pour le versement de cette subvention, bien que nous soyons contre son montant. Merci. Je vais répondre puisque Catherine ne peut pas le faire. Voilà. Ce débat, on l'a depuis 3 ans et lorsque les demandes de subvention étaient de 215 000 €, que n'ai-je entendu ici ? C'est-à-dire que la structure allait couler, on voulait la tuer et c'était un objectif affreux que nous nous étions assignés. Or, ce que nous disions, et ce que nous continuons à dire, c'est que les subventions, elles doivent être versées en fonction des comptes des associations. C'est ce qui est demandé d'ailleurs par la réglementation. 3 ans après, la structure existe toujours. Quand on regarde les résultats de cette année, elle les améliore même, puisque on a un résultat bénéficiaire de 42 000 € quand il était déficitaire de 14 000 l'année dernière. La trésorerie, les réserves auxquelles on avait fait allusion les autres années sont toujours à peu près stables.
Il y a même des fonds dédiés non utilisés parce qu'il y a des versements de subventions et des actions qui seront menées plus tard. Donc ces sommes-là sont même neutralisées. Et même l'association a pu aller plus loin que le Ségur de la santé qui permet de revaloriser certains salariés. Donc elle a revalorisé, comme nous avons pu le faire ici, les salariés qui étaient accompagnés par l'État pour une revalorisation de salaire. Et elle a pu aller jusqu'à revaloriser une prime de 2 000 € l'ensemble des salariés de l'association. Ce que, hélas, nous n'avons pas pu faire sur l'agglomération ou sur d'autres collectivités. Donc, tout ça est le signe, et tant mieux, d'une santé financière qui se poursuit, des actions qui sont continuées à être menées, dont certaines d'ailleurs sont en augmentation, comme vous le disiez d'ailleurs, pour faire face à des situations qui évoluent. Donc, encore une fois, cette année, vous regrettez, par principe, que la subvention ne soit pas à des hauteurs plus importantes, mais, je le redis, cette subvention, elle permet à l'association, et c'est ce que nous souhaitions, de continuer à fonctionner et de garder la bonne santé financière qui lui permet de mener ses actions de service public au service de la collectivité et d'autres, puisque bien évidemment il y a beaucoup de cofinanceurs qui participent. Donc comme chaque année, et là c'est l'effet qui nous donne raison, la subvention correspond à ce qui est nécessaire à l'association pour fonctionner et même pour améliorer certains ratios et même pour avoir pu verser cette prime à l'ensemble des salariés. Oui, Mme Verdier-Bargaoui. Oui, alors juste deux petites remarques par rapport à ce que vous venez de dire. Nous ne regrettons pas par principe. Nous regrettons parce que aujourd'hui, j'insiste là-dessus, je crois qu'on constate tous qu'il y a quand même une grande précarité qui se développe et on peut penser que si la maison du logement sollicite 148 000 €, alors effectivement, on revient de loin, on était à 215 en 2020, comme vous le disiez, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ils ont diminué leur demande par rapport à leur équilibre et à la trésorerie et à leur compte, comme vous le justifiez. Mais on peut penser que s'ils demandent 148 000 €, c'est peut-être qu'ils pourraient développer certains axes sur lesquels ils travaillent et qu'on peut penser que les 33 000 € qui va leur manquer les ralentiront sur ce développement. Ça, c'est une chose. La deuxième, par rapport à l'augmentation dont ils ont fait bénéficier leurs salariés, j'ai envie de vous dire tant mieux qu'ils puissent le faire parce que ce sont pour le coup des accompagnants sociaux et des salariés qui sont en contact avec des publics en grande difficulté, qui a de grosses tensions de recrutement sur les métiers du social, du médico-social, et qu'aujourd'hui, un des biais de fidélisation des salariés, pour les retenir, ça passe effectivement par ces augmentations de salaire. Donc tant mieux, si la maison du logement peut se permettre aujourd'hui de maintenir et de stabiliser ses équipes pour continuer cet accompagnement. Donc nous n'intervenons pas par principe, et ne regrettons pas par principe, nous regrettons parce que nous pensons que derrière, il y a un vrai besoin, c'est tout. Non, mais le besoin, il est réel. C'est pour ça que l'association continue à mener ses missions. Vous présagez de besoins supplémentaires, c'est pas ce qui est exprimé. Et sur les salaires, mais bien évidemment, moi je serais favorable à ce que tout le monde puisse toucher des primes de 2 000 €, sauf que moi, j'ai pas pu le faire ici, par exemple. Alors, du coup, s'il faut augmenter cette subvention, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il faut gréver sur l'agglomération d'autres choses ? Enfin, il y a un moment, c'est facile de vouloir augmenter, par exemple, cette subvention, sans dire effectivement où on économiserait les sommes à côté, alors même que, je le redis, et c'est ce que nous recherchons, l'association La Maison du Logement continue à fonctionner avec un résultat qui augmente, des réserves et une trésorerie qui reste à peu près stable, des primes qui ont pu être versées à l'ensemble des salariés, même ceux qui n'étaient pas accompagnés par le Ségur et donc par l'État, et des fonds dédiés, donc des subventions prises et des actions paralysées qui permettent d'avoir des choses à faire pour l'année prochaine. Donc tant mieux, c'est très bien que l'association continue à mener les missions qu'elle mène, c'est ce que nous avons toujours souhaité, et continuons à calibrer, encore une fois, les subventions là comme ailleurs, en fonction des besoins des structures que nous accompagnons. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc, alors je vais lire les attendus du coup. Tu le fais ? Allez. Oui, je vais lire. Donc il est proposé au Conseil de se prononcer favorablement sur les dispositions de la convention d'objectifs à signer avec l'association Maison du Logement,
donc l'octroi de la subvention de 115 000 € pour l'année 2023, d'autoriser le président à signer la convention d'objectifs ci-jointe avec cette association, de préciser que les crédits nécessaires au paiement de la subvention sont inscrits au budget 2023, section fonctionnement, article 65-74, et de dire que cette délibération sera notifiée à la Maison du Logement. Merci, on va passer au vote. Donc ceux qui ont des pouvoirs, je le rappelle, s'ils ont des pouvoirs pour des personnes qui ne